marchés boursiers ne veulent pas donner du répit aux investisseurs. C'est tant mieux, puisque depuis le début de l'année, on l'a vu, là, c'est incroyable ce qu'on a comme rendement, à tout le moins. Par rapport à l'an dernier, comme on dit, c'est le Klondike. Pour en parler, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Fred? Salut, ça va, Pierre, merci. Ben écoute, encore là, on pense que ça allait casser fin juin, puis là, ça casse pas. Bon, on est rendu à quasiment fin juillet, puis ça casse pas non plus. Non, hey, on est vraiment dans une drôle d'année, Pierre. Écoute, la Fed vient d'annoncer encore on est vraiment toujours bien chronométré les mercredis après-midi quand on enregistre ensemble sur la Fed et ses annonces. Alors, écoute, là, je pense que le consensus commence à être là, ça achève, là, c'est pratiquement fini, les hausses de taux. Les gens ne sont plus capables de voir des taux variables sur leurs hypothèques et monter suivant ces hausses de taux-là, des taux directeurs des banques fédérales américaines et la Banque du Canada. Alors, donc, est-ce que c'est la victoire contre l'inflation? Peut-être. Là, on a vu aussi Ben, l'inflation baisser, j'imagine. ouais. Tu en as parlé un peu dans tes autres chroniques. Alors, écoute, là, je pense qu'on a quand même eu un très bon premier 6 mois de l'année. Et c'est un marché un peu atypique, vraiment, hein. Qu'est-ce qui a tiré le marché? Là? C'est une dizaine d'actions, entre autres sur les indices, là, une dizaine d'actions, là, ce qu'on appelle les magnifiques 7, là, donc les actions Microsoft, Apple, Nvidia. Meta, après ça, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Netflix aussi en fait partie par sa montée. Donc, Oui. alors, écoute, c'est une dizaine d'actions comme ça, de gros stocks techno là, qui ont peur de rien, qui ont remonté, et ça a donné un swing au marché. Puis même là, on commence à voir un peu les 4 sur le Standard & Poor's 500, là, si tu enlèves donc ces 10 là qui ont monté, prends les 490 qui restent, bien, commence à monter aussi, commence à montrer des signes là, que ça commence à bouger vers la hausse. Même le vieux Dow Jones qu'on parle pratiquement jamais, toi et moi, là, qui est un indice qui représente un peu les dinosaures du passé, elle vient encore aujourd'hui, là, dans je pense, une 13e journée de suite à la hausse. Alors, donc, c'est positif. Est-ce qu'on va se sauver d'une récession? On a parlé ça aussi, toi et moi, souvent. Ben, Powell a dit aujourd'hui qu'eux, dans leur radar, il n'y a il y a plus de scénario de récession, là. Donc, Oui, exact. Donc, c'est merveilleux. c'est ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur qui nous écoute? Bon, c'est que les craintes sont plus là dans le marché beaucoup. Le VIX, l'indice de la peur, là, était ce matin en bas de 14 points. Alors, on se rappelle qu'au creux là, de 22, quand le marché a baissé en 2022, c'était à 34 points. Donc, on a vraiment baissé la peur dans le marché. Et ça se sent un peu. Mais il y a quand même, parallèlement à ça, encore des tonnes d'argent dans le marché monétaire qui paye beaucoup, Pierre. Le marché monétaire, présentement, est à 4,85 Hey, c'est bon, là. C'est quand même incroyable. Quand tu vas sur le site de la Banque du Canada, puis tu regardes, tu recules, tu vois le calendrier, euh, les taux qu'on avait en janvier 22, là, c'était des peanuts, hein, c'était des 0,4 des bons du Trésor à un an, marché monétaire à 0,5 et même en bas. Et là, la courbe a monté forcément beaucoup. Donc, les gens ont profité pour aller se positionner dans le marché monétaire. Il y a une tonne d'argent. Il y a 5,5 trillions aux États-Unis, donc 5,5 mille milliards d'argent qui est dans le marché monétaire avec des taux autour de 5. Les obligations court terme sont presque à ça, 5 ou presque 5 points. Donc l'argent à court terme est rentable pour les gens. Ils sont heureux de ça, même si l'inflation engruge une très grande partie de ça. Mais ce qu'on peut penser, c'est que la réserve, justement, avec ces annonces encore aujourd'hui, si c'est ce fameux atterrissage en douceur qui arrive, ben, Oui. on va retourner sur le marché des actions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme participation une fois que la reprise va se faire au niveau des gens qui vont retourner dans le marché des actions. Et c'est un peu ça que je voulais regarder un peu avec toi. Donc, on a un marché qui se calme un peu au niveau de la peur. Le marché monétaire à court terme est très payant, mais c'est certain que lorsque les taux vont recommencer à baisser, ça va devenir de moins en moins intéressant de garder de l'argent dans le marché monétaire. Et là, je pense qu'on va avoir une swing du côté des actions et des obligations peut-être à plus long terme qui prendront aussi de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète encore de ces gros stocks-là qui ont monté depuis beaucoup? Il y a toujours deux écoles présentement sur ce secteur-là. Donc, les premiers disent, écoutez, on a une folie autour de l'intelligence artificielle.
Pierre, et ça, c'est un sujet que tout le monde en parle. Dans les Oui. résultats de Microsoft et de Google, on a parlé, les deux présidents des deux compagnies ont mentionné, je pense, au-delà de 140 fois le mot intelligence artificielle. On ne parle que de ça. Ah, c'est un Et buzz, là. C'est le buzzwords. exact. Alors pourquoi ça a un effet sur un titre comme Nvidia, par exemple? C'est parce que toutes les salles de serveurs, tout ce que les Amazon font avec le cloud, Microsoft, Google aussi, ont tous des services de cloud computing. Alors, toutes ces salles de serveurs-là doivent se moderniser pour avoir des processeurs, des systèmes qui sont capables de traiter l'intelligence artificielle à haut volume. Et ça, c'est des processeurs différents. Ce ne sont plus des CPU, qui sont la génération de processeurs qu'on a dans nos laptops et nos ordinateurs de bureau souvent, mais c'est des GPU que ça prend. Et ça, NVIDIA est très, très fort dans ce domaine-là, à 80% et plus du marché. AMD aussi est là. Alors, donc, c'est pour ça que les titres, les gens achètent le futur, donc des ventes futures de ces stocks-là en disant qu'ils vont se moderniser, ils vont devenir encore plus performante pour ajouter de l'intelligence artificielle. Microsoft le fait déjà avec Bing et tout ça. Et NVIDIA va vendre des microprocesseurs. Donc, on achète des revenus futurs et c'est la question qu'on peut se poser, c'est maintenant après des hausses comme on a connu, est-ce que c'est encore le temps d'en acheter? Mais pour ça, pour répondre à cette question-là, il faut peut-être se dire, on recule un peu, on se dit, bon, si j'achète du Microsoft aujourd'hui à 337 dans 10 ans, cette compagnie-là va sûrement être un peu plus haute. Ça va forcément continuer à monter. On va avoir peut-être des baisses de marché, ça va peut-être redescendre, mais on peut miser quand même que ce sont des secteurs qui vont continuer de croître avec des revenus liés à l'intelligence artificielle. Et c'est donc acheter avec prudence si vous voulez le faire. Acheter peut-être sur des baisses. Il va peut-être y en avoir encore bientôt, des reculs sur ces gros stocks-là. Et ne pas tout mettre, bien sûr, ses œufs diversifiés dans son portefeuille avec des positions pas énormes sur chacun des titres et enlever le risque de cette façon-là. Oui, beaucoup d'auditeurs aussi parlent des actions à dividendes parce que tout dépend de ce Oui, qu'on est alors ça, rendu, là. c'est l'autre secteur où on se réfugiait un peu en début d'année en se disant, bon, écoute, alors, est-ce que les titres techno se sont tellement fait brasser en 2022? Est-ce qu'on peut mettre un peu de billes dans d'autres types de stocks qui vont verser des dividendes qui sont un peu plus pépères et qui n'ont pas tellement bougé depuis le début de l'année? Ils ont connu une croissance somme toute modérée, mais bon, tu as les dividendes qui sont quand même présents et qui restent là, veut pas, même si le titre performe moins. Alors, c'est certain que cette partie-là de position dans ton portefeuille, tu peux y aller encore modérément. Et il y a peut-être au niveau des coûts de bénéfices aussi, c'est certain qu'un titre, les indices de price earning, donc de coût-bénéfice pour les titres à dividendes sont autour de 10, alors que du côté des titres de croissance, c'est en haut de 20, 22, 25. Alors, forcément, tu les paies moins cher. Donc, tu peux dire que oui, tu peux diversifier dans des titres à évidence et reprendre un peu ce que Buffett disait, quand ça saigne partout, bien, tu vas acheter ces titres-là, du pétrole, des utilities. Et aussi, ça correspond un peu à la phase économique où nous sommes présentement. Si on s'en va vers une récession, c'est un peu ce genre de titre-là qui performe assez bien généralement pour nous sortir des récessions, ou en tout cas passer à travers les récessions ou les ralentissements. Oui, il n'y a pas de mal à avoir des titres à dividendes qui nous redonnent des dividendes à tous les 3 mois. Et là, on peut racheter d'autres titres à dividendes. C'est l'effet boule de neige là, de Buffett, justement. Là. Exactement. Alors, écoute, donc, on est d'un côté, donc, ce super cycle économique là, en techno donc des croissances quand même assez fortes là, de Microsoft, presque 100% depuis le début de l'année, Nvidia 300% et plus. Alors, on est vraiment dans un secteur de forte demande d'un côté. Ça tire le marché. Il y a de l'optimisme quand même si on a parlé de ralentissement et tout, et de l'impact que la hausse des taux devrait avoir sur le marché. Mais on se rappelle toujours aussi le décalage entre les hausses de taux et l'effet sur le marché. Il se passe beaucoup de mois. Et présentement, on n'a pas encore eu les effets à long terme de ces hausses de taux-là. Alors, donc, c'est un secteur intéressant à suivre, donc ces actions dividendes-là. Et il y a d'autres choses aussi qui est dans l'air un peu. Là. On parle souvent des high yield en anglais, donc les taux les produits à haut dividende, qui sont un peu des produits généralement de risque un peu plus élevé, mais qui offrent un dividende plus élevé. Alors, présentement, le marché on n'est pas sûr si ça vaut la peine de mettre des billes dans ce genre de produits-là, parce qu'on a déjà un taux, comme on parlait d'entrée de jeu tantôt, un rendement avec le marché monétaire, avec les obligations à court terme qui est près de 5%. Alors, est-ce que ça vaut la peine de risquer peut-être un 3-4%
de plus pour avoir un high yield qui, si on tombe en récession ou en ralentissement économique, va être vraiment impacté parce que ce sont des titres, ça, qui se font frapper un peu plus fort quand il y a des baisses de marché. Alors, donc, on est peut-être plus prudent de rester en marché monétaire, de diversifier ces choses et d'aller du côté des actions à dividendes pour bénéficier donc de ce 4-5%-là sur certains titres canadiens qui sont très intéressants. Puis de l'autre côté, Pierre, il y a d'autres gens qui ont un côté vraiment plus négatif de la chose, là, qui voient vraiment dans la bulle techno, la croissance, l'effet des algorithmes de transactions rapides sur le marché Oui. achètent, vendent rapidement et font tirent les stocks vers le haut. Alors ça, il y a des partisans de ce déséquilibre-là qui est causé par les ordinateurs et qui ne font qu'accentuer la croissance de certains titres dont on vient de parler. Et ça, c'est un risque qu'un jour, ça peut casser. Ça, c'est leur thèse et se résume à ça. Donc, que ces programmes-là qui sont conçus pour faire un marché aussi rapide en croissance, mais quand ça monte rapidement, ça vient à tomber aussi Oui, ça rapidement. peut casser. Au lever en novembre 2021, ça a cassé beaucoup et rapidement. Exact. Dans l'optimisme. Là. Et c'est toujours le VIX. Hein? On regarde le VIX aller. Exact. Si le VIX se met à monter, ça peut casser assez vite. Oui, alors on a ces partisans de plus négatifs un peu qui pensent que c'est une espèce de mascarade et que ça va pas bien finir tout ça. Donc, d'où l'importance de pas avoir tous ses œufs dans le même type de produits, de titres à la bourse, et aussi d'essayer d'enlever ces lunettes roses. Ça, là, je parle des gens qui sont négatifs face au marché actuel. Les gens se disent, le marché américain est tellement puissant, tellement fort que tout va bien aller. On va sortir encore de cette récession-là qui nous était annoncée, de l'Armageddon qui devait nous tomber dessus avec cette hausse de taux qu'on a connue dans la dernière année. La puissance du marché américain va faire qu'on va passer à travers et on va continuer de voir la bourse monter. Et jusqu'à temps que ça casse et que ça s'écroule. Alors, donc, c'est les partisans donc du côté un peu plus négatif, si tu veux, du marché à venir pour la prochaine demi-année. Eux voient peut-être là, un scénario un peu moins rose. Et bon, eux, ils vont se réfugier dans d'autres types de produits. Ils vont aller dans le pétrole, comme on dit, un peu dans les stocks à dividendes, dans tous les stocks qui ont été impactés dans la dernière année, que ce soit les telcos, par exemple, aux États-Unis, certaines banques aussi en ont racheté un peu plus. Alors, eux vont se réfugier dans ces secteurs-là et attendre que le marché casse pour racheter. Alors, c'est ça, c'est toujours ça un peu la bourse. Hein, c'est qu'il y en a toujours qui vont profiter de la faiblesse des autres et qui vont racheter quand le marché va avoir baissé, quand plusieurs petits investisseurs vont avoir pesé sur le bouton vente en panique. Ils vont se dire, on se débarrasse de nos titres, on prend nos profits et eux, les gros derrière, vont racheter à bon prix et ils vont faire leur argent de cette façon-là. Ouais, c'est l'histoire de la bourse, ça aussi. Écoute, Elon Musk, Twitter, la fin de Twitter, le X qui apparaît, on se base beaucoup, puis il avait dit qu'il le ferait, là. Il n'y a pas de Ouais. cachette là, mais beaucoup sur des applications comme WeChat qui sont très populaires en Asie. Exact. Donc, comment tu vois ça? Ouais, écoute, c'est drôle Oui, Musk est un personnage public forcément dominant dans l'économie avec ses compagnies et Tesla particulièrement, mais les gens attribuent quand même aussi tout un côté, je trouve, là, négatif aux actions qu'il prend sur la rentabilité d'une compagnie. Parce qu'à la base, là, Twitter, c'est une compagnie maintenant qui est privée. Il a payé un prix fou, là, 44 milliards. Ouais. Mais une Elle lui compagnie qui appartient. perdait de l'argent en passant. Il perdait de l'argent qui était absolument pas rentable. Alors Non, lui, il a ça entre exact. les mains, il a payé trop cher, il le sait, et il se dit, je vais prendre les moyens pour la rentabiliser, ma compagnie. Alors à partir du moment où c'est une compagnie privée, c'est lui qui prend les décisions, oui, il est rend public, là, d'accord, mais on ne peut que regarder ce qu'il fait et sans trop faire de commentaires, puis de dire qu'on cherche des puces à Musk. Parce que ce qu'il veut faire, c'est la rentabiliser, puis le modèle, il l'a annoncé, comme tu l'as mentionné, c'est WeChat en Chine. Donc, Une super application, là. qui a été une super application qui pour les Chinois, représente plus d'importance que leur iPhone. Hein. Il y a eu des sondages là, qui disaient, si vous avez le choix entre WeChat, l'application, et votre iPhone, qu'est-ce que vous choisissez? À 94%, Pierre, on se dit, on prend WeChat parce que notre Ouais. vie est là-dessus. Alors bon, les Chinois... Alors, la vie là-dessus. Et là, c'est ça la question. Est-ce que ça peut marcher en Amérique? Oui, ben là, c'est l'autre question pertinente, effectivement, parce que si tu t'en sers de ton application pour faire de la messagerie, d'accord, ce que Twitter permettait de faire d'une certaine façon, exprimer ses idées, suivre des gens. Si tu ne fais avec ça maintenant
une grosse partie de tes achats. Écoute, Ogilvy en Chine là, mettait 40% des ventes d'Ogilvy en Chine, qui est un magasin de vêtements assez riche, là, donc passaient par WeChat. Alors, pour te dire, donc, il y en a des achats qui se faisaient. Les gens se servaient de ça pour payer leurs dépenses de restaurant, de scan pour la COVID passait là-dessus. Il y a des factures d'électricité. Tu peux même divorcer, remplir tes papiers sur WeChat. Il y a des micro-programmes à l'intérieur qui te permettent d'aller Les notaires remplir de la paperasse avec ton conjoint parce que tu veux aller divorcer. Donc, c'est vraiment une super app, comme tu l'as Non, mentionné. c'est ça. Je pense qu'on n'a rien vu là, Exactement. ça va faciliter. Il y a des trucs comme ça qui vont être ils vont devenir très faciles. Exact. Alors, donc, il ne faut pas oublier une chose que Musk, là, c'est lui qui est à l'origine de PayPal, hein, qui a vendu à coups de milliards et qui a permis de partir SpaceX, la compagnie de fusées, et ultimement aussi Tesla d'un autre côté. Ben, la mafia Donc, PayPal dans la Silicon Valley est encore très présente, là. exactement. Donc, il n'y a rien qui empêche Musk de retourner, de s'associer avec d'autres joueurs et d'en faire cette super app-là et d'aller chercher le côté bancaire et de se sortir du système bancaire classique pour les gens, qui d'ailleurs toute les jeunes sur l'économie vont utiliser beaucoup des services de paiement autres que la banque. Alors, donc, écoute, après 17 ans de Twitter, il était temps qu'il essaie de rentabiliser. Et X, donc c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, comme tu l'as mentionné. Ça va vraiment être au centre pour tout ce qui est audio-vidéo. La nouvelle CEO l'a mentionné. Là, donc, tout ce qui est audio-vidéo, messagerie, paiement, services bancaires. Donc, une espèce d'écosystème complet pour rentabiliser. Et ce que veut faire, bien sûr, c'est le retourner en public aussi pour... Oui, c'est ça. Dès qu'il commence à refaire de l'argent, attendez-vous à voir le titre retourner en bourse, là. Ah, tout à fait, parce que c'est certain que s'il réussit son pari, mais il y a des embûches, comme tu dis, au niveau nord-américain. C'est certain que nous sommes plus sensibles au partage d'informations critiques là, sur déjà qu'on en les gros systèmes Microsoft, Google et compagnie en savent beaucoup sur nous. Alors, si on rajoute un autre outil dans lequel on doit vraiment se déculotter et partager beaucoup d'informations, nos Ouais. transactions bancaires et tout ça, il y a peut-être des législateurs qui vont dire, écoutez, allez-y pas trop fort. Puis bon, Musk est habitué de faire face un peu à cette musique-là. Il l'a déjà fait par le passé. Ouais, ben, tout dépendant aussi s'il y a des incitatifs financiers intéressants. Si Oui, on est capable de nous coller des cartes de crédit à des taux avantageux et où on est capable de nous donner des rendements intéressants, comme Apple et Goldman Sachs aux États-Unis, là, ben peut-être que là, on va toucher à des cordes sensibles. exactement. Alors, il ne faut pas oublier que la génération qui nous suit, on a à peu près le même âge, Pierre, donc ces gens-là sont sur leur téléphone constamment. Oui. Donc, ils sont une cible intéressante. Et Musk l'a compris, ça lui prend une base d'utilisateurs. Il l'avait avec Twitter. Donc, c'est comme ça qu'il va construire sa nouvelle compagnie. Alors, ce sera vraiment quelque chose de très nouveau. Puis, c'est très drôle de voir la réaction des gens un peu partout dans les médias. Ouais, ben, il y a beaucoup des anti-médias aussi, là. Il y a des médias contre Musk pour plein de raisons, alors que le méchant, c'est Meta, là. C'est Facebook et Threads, là. C'est pas Musk. Exactement. Musk, lui, il les laisse, les médias, s'exprimer librement sur sa plateforme. Exactement. Ça sera à suivre. Écoute, les leçons d'un investisseur chevronné. Oui, ben je parle par l'occasion d'un gars qui est sur Twitter d'ailleurs très souvent, Brian Feroldi, qui fait souvent il écrit quelques livres et donne des conseils un peu. Oui. Ça fait 20 ans qu'il fait de la bourse et il partage vraiment, il fait des graphiques intéressants et c'est vraiment de simplifier un peu la présence des gens sur Internet. Alors, il a fait une coupe j'en reprends seulement quelques-uns là, de ses commentaires sur comment se sortir avec succès à la bourse, là, si on veut le faire de façon autonome. Alors, le premier, c'est de ne pas utiliser les marges. Alors, lui, il dit, les marges, c'est le fun quand ça va bien, mais ça peut être très, très brutal Ah non, quand ça se met. tu peux y laisser ta peau, là. Quand ça se met à marcher s'inverse. Et là, il cite une phrase que j'ai trouvée très bonne de Warren Buffett et il dit si if you're smart, you don't need leverage. If you're not smart, you shouldn't use it. Alors, si tu es brillant, tu ne devrais pas utiliser la marge. Et puis, si tu n'es pas fin et pas brillant, ben, tu ne devrais pas l'utiliser nous aussi. D'un bord ou de l'autre, elle va pas là. Exactement. Alors, donc, ça, c'est la marge. Par contre, c'est certain qu'on pourrait en parler un peu en plus en détail, là, de dire que dans certains cas, ça peut être intéressant et pertinent d'avoir des marges sur vos comptes et des comptes cash qu'on parle dans ce cas-ci, mais c'est certain que l'utilisation de ça est toujours au risque du client, mais ça peut être très utile à l'occasion dans toutes sortes de circonstances. Le deuxième point, c'est miser sur la longévité et de vraiment considérer que les intérêts composés, c'est la façon la plus grande de devenir riche. Alors, si on essaie de voir ça d'une façon macro, là, de se dire qu'on essaie de
de placer son côté personnel, ses finances personnelles, lui, c'est comme ça qu'il l'illustre, avec une altère, si on veut. Et il dit, du côté personnel, je suis très conservateur. Donc, pas de dette. Je n'ai pas un taux d'épargne élevé. Je me paye moi-même avant de payer les autres. Donc, je réussis à mettre de l'argent à Montréal, mon CELI. J'ai des sources de revenus variées dans son cas. Il y a son 6 mois de fonds d'urgence de côté. Et de l'autre côté de l'altère, là, du barbell, c'est le côté investissement. Et là, il est en 100% en action, pas d'obligation. Il est vraiment beaucoup plus à risque. Donc, lui, c'est cette façon-là qu'il voit les choses, de dire que du côté personnel, je suis plus prudent. Mais par contre, mon argent, je la mets sur le long terme dans le marché des actions et j'investis. Alors, c'est comme ça qu'il pense et va devenir riche un jour avec l'effet du temps et des intérêts composés. Alors, il dit aussi une autre chose, la troisième que je retiens, c'est que souvent, on a des titres à conviction. Puis on peut se tromper dans nos titres à conviction. Hein. Alors ça, la diversification, donc, est très importante de ne pas concentrer ses actions, tout son portefeuille, bien sûr, dans une ou deux positions. Alors, même si on a des très, très hautes convictions que Microsoft est la compagnie de l'avenir, mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les prix des actions et les résultats de l'entreprise ne sont pas corrélés. Ça, c'est intéressant, on en a déjà parlé aussi. C'est que quand on regarde le prix de l'action de trop proche, puis j'ai même aussi tendance des fois à le faire, là, on est toujours connecté, puis probablement c'est ton cas aussi sur les résultats chaque jour de la hausse ou de la baisse des titres boursiers, mais il faut regarder à l'arrière, voir les résultats de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui génère les revenus qui vont permettre au titre de monter ou de descendre les bénéfices d'entreprise. Alors, donc, il faut vraiment faire une distinction entre le prix des actions et le court terme et qui n'est pas 100% corrélé à long terme avec le résultat de l'entreprise. Donc, c'est vraiment suivre la compagnie, non pas le stock. Avant-dernier, donc, pas avoir de système. Donc, lui, c'est certain, c'est un artisan de ça. Donc, selon lui, pour être sérieux à la bourse, il faut faire des listes, il faut étudier les compagnies, prendre des notes, avoir des objectifs, les reviser, avoir de la patience. Donc, mettre en place tout un système. C'est un peu le travail du conseiller des fois, de mettre un plan en marche et de s'y tenir pour être capable de réussir à faire de l'argent sur le long terme. Et le sixième point que je retiens de son petit exposé là-dessus, c'est comprendre des ratios cours-bénéfices alors qu'il est dans le cycle de développement d'une entreprise. Une entreprise qui est en démarrage, forcément, ne fait pas de profit, donc n'a pas un ratio cours-bénéfice inexistant. Mais par contre, lorsqu'elle commence à faire des revenus, puis sa phase elle commence avec quelques années d'utilisation depuis sa création, donc elle commence à faire de l'argent. Là, les ratios cours-bénéfices deviennent intéressants et c'est là qu'il faut regarder à quel moment acheter des parts de ces compagnies-là si le ratio cours-bénéfice est intéressant et si on voit de la croissance dans les bénéfices et tout ça. Donc, ce sont 6 petits conseils comme ça que les auditeurs peuvent écouter, suivre pour être performants à la bourse. Et puis, il y en a bien d'autres, bien sûr, mais là, on essaie de se limiter un peu à ce qu'on peut retenir et faire en quelques minutes, Pierre. Très intéressant, Frédéric. Si on doit dire là, que tout ce qu'on a discuté, ce n'est pas des conseils financiers à proprement parler. Il faut être prudent aussi. Hein? Oui, oui, tout à fait. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. C'est bon que tu me ramènes encore sur ça. Bien sûr, ce sont des informations que j'ai traitées, j'ai analysées. C'est obtenu auprès de sources fiables et pertinentes, mais ce ne sont pas des conseils en placement. Donc, c'est des sujets d'ordre général, donc on discute et ça s'avère souvent, bien sûr, incomplet par rapport à votre situation personnelle. Alors, ça ne constitue pas des conseils d'investissement, ça n'exprime pas, l'opinion n'est pas de celle de Valeurs Mobilières Peak et Valeurs Mobilières Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires, seulement moi. Par contre, si on veut des conseils financiers de Frédéric Turcotte, tu en donnes et tu es joignable là, sur le web. Oui, oui, mon site web est toujours là, frédéricturcotte.com. Il serait peut-être dû pour un rajeunissement un peu. Maintenant que l'intelligence artificielle lui permet de faire des sites web en quelques clics, je vais peut-être me risquer à rajeunir mon site web avec ça. Donc, frédéricturcotte.com. Les gens peuvent m'appeler aussi, 418-681-8111, le poste 253, ou m'écrire tout simplement sur fturcotte, 2TE, en commercial, peakgroup.com, prendre rendez-vous avec moi, me dire qu'est-ce qu'ils ont dans leur portefeuille, où ils en sont dans leur vie, et puis comment je peux les aider. Alors, c'est toujours intéressant de discuter avec tes auditeurs, Pierre. Oui, on a une entente pour les auditeurs du podcast Cachemire. Si vous communiquez avec Frédéric, il va analyser votre portefeuille, va vous faire une deuxième opinion, comme on dit. Et à partir de là, si on aime le choix fait par Frédéric et les commentaires, on peut le prendre comme conseiller financier. En passant, les conseillers financiers, ça ne court plus les rues. Là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement dans l'industrie. Les robots viennent chercher
beaucoup de gens, puis ça les laisse de côté, hein. Bien, c'est souvent aussi les plus petits investisseurs qui se retrouvent sans conseil, alors qu'ils en ont besoin pour partir leur vie financière très souvent, et même aussi à toute étape de vie. Là, il y a forcément les gens souvent veulent avoir un peu aussi la paix d'esprit. J'ai des gens qui sont venus me voir parce ils voulaient éliminer cette source de stress-là qu'ils avaient à gérer leur Voilà. portefeuille eux-mêmes, de devoir faire des choix, d'avoir les émotions liées aux baisses de marché. Alors, un conseiller financier, ça sert à aider sur tous ces aspects-là. Frédéric, on se reparle dans bientôt. Salut. Merci, salut Pierre. Bye.